Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour cette rencontre avec Alain Raymond, auteur de Ma mère avait ce geste, c'est publié aux éditions Plomb, et Nicole Bacharan et Dominique Simonet, auteur chez Perrin des grands jours qui ont changé l'Amérique. Bonsoir à tous les trois et merci d'être avec nous aujourd'hui. Alain Raymond, vous êtes journaliste et romancier. Vous avez publié des essais sur votre idole, Bob Dylan, et des romans, surtout des ouvrages autobiographiques. Le premier, c'était Chaque jour est un adieu, publié en 2000. Et donc aujourd'hui, Ma mère avait ce geste qui donne le titre à votre livre, c'est La main contre la joue, quand votre mère était soucieuse. Votre mère, à qui le corps médical a décidé de cacher, vous mettant, ses 10 enfants devant le fait accompli, a décidé donc de cacher qu'elle avait un cancer généralisé. C'est vous rappeler, dans des circonstances dont vous allez nous parler si vous le voulez bien, vous rappeler de cela qui vous a donné envie d'écrire ce livre. Oui, parce qu'il se trouve que ce qui a un peu déclenché l'écriture, c'est que moi-même, je viens d'avoir un cancer. Tout va bien, je vous rassure. Et que moi, j'ai eu la chance d'avoir une équipe médicale formidable et qui m'ont tout dit et qui m'ont aidé. J'ai vu combien c'était important, justement, la relation de vérité et de sincérité avec non seulement les médecins, mais la famille, les amis, tout le monde. Et je me suis rappelé ma mère. Ça fait très longtemps, puisque j'avais 25 ans à sa mort. Et à qui Elle avait 60 ans. Elle avait 60 ans et qui m'avait écrit me disant « Oh, il avait un petit problème à l'estomac, donc il faut que je me fasse opérer. » Une drôle d'équipée. Une drôle d'équipée, disait-elle dans sa lettre. Et en fait, voilà, ils ont découvert que c'était un cancer généralisé. Ils lui donnaient que quelques mois à vivre et ils lui ont caché la vérité sans nous prévenir. Et donc, on a été mis dans le fait accompli et on a dû vivre avec ma mère dans le mensonge jusqu'à sa mort. Même si je voyais bien qu'au fil des semaines, elle n'était pas dupe et qu'elle comprenait. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le regard dans votre livre, oui. À la fois par rapport à cet événement, mais aussi dans plein d'autres circonstances où vous écrivez, je sentais dans le regard qu'elle avait compris et qu'elle était effectivement soucieuse. Absolument. Et du coup, ça a déclenché en moi l'envie de parler d'elle. Et m'est revenu ce geste, effectivement, qu'elle avait. Il se trouve qu'au même moment, j'ai vu l'exposition d'une photographe américaine qui s'appelle Dorothea Lange. Je pense que vous connaissez ces photos qui ont été prises pendant la Grande Dépression aux États-Unis, où elle filmait tous ces paysans, ces fermiers chassés de leurs terres, voilà, et qui erraient dans l'Ouest, dans le désert. Et il y a cette photo d'une femme avec 3 enfants, voilà, le regard perdu, et là, la main comme ça, geste. Et j'ai reconnu ma mère. J'ai vu ma mère, et c'était le même visage et ce même geste que ma mère avait effectivement quand elle se faisait du souci pour nous, ses 10 enfants, voilà, dans un milieu, disons, plus que modeste, dans un petit village de Bretagne, surtout après la mort de mon père, qui lui est mort encore plus jeune. Et voilà, comment nous élever, où trouver l'argent, comment se débrouiller, tout ça et tout, voilà. Et c'est un livre que j'ai voulu écrire pour rendre hommage à ma mère et à tout ce que je lui dois aujourd'hui encore. Et vous l'écrivez comme j'ai aimé ma mère, comme j'ai été fière d'elle. Un peu plus loin, vous parlez de ce sourire que vous aimiez tellement. Ce livre, c'est une véritable déclaration d'amour à votre mère, mais à votre famille aussi de manière plus générale. On va y revenir. Et aussi à un lieu, Tran, en Bretagne, où vous avez grandi, où on sent tout l'émerveillement, on sent tout le bonheur que vous aviez enfant à habiter là-bas. Alors voilà, je me suis replongé dans la magie de l'enfance, dans le bonheur de l'enfance, dans un tout petit village, minuscule, mais j'en parlais tellement quand j'ai été pensionnaire à Dinan, à 40 km. Je bassinais tous mes camarades de pensionnat avec Tran, qui était pour moi le paradis terrestre, la merveille du monde, tout ça. Et un jour, ils y sont venus, puisque j'habitais Tran, c'est pas loin du Mont-Saint-Michel. Et il y a eu un voyage organisé par le pensionnat en car, avec un arrêt à Tran pour aller pique-niquer. Et donc, ils ont vite sorti du car pour voir Tran, et ils ont vu qu'il n'y avait rien à voir. Voilà. Il y avait une rue comme ça, ma maison au carrefour, et rien d'autre. Et ils m'ont traité de menteur, évidemment, de fabulateur, de mythomane. Mais non. Pour moi, Tran était bel et bien le paradis terrestre, avec cette liberté incroyable qu'on avait. On partait se promener. Ma mère nous disait tous les jours, allez, débarrassez le plancher, vivez votre vie.
Et on partait dans la forêt, nager dans l'étang, escalader des carrières, n'importe quoi. Enfin, on a fait des choses incroyables, nous, les enfants, surtout les plus jeunes. Et ça crée des liens familiaux absolument indissolubles et une liberté folle. En même temps, c'était pas non plus le paradis, puisque, comme je le raconte et comme je l'ai déjà raconté dans un autre livre, tous les soirs, il y avait la guerre qui reprenait entre mes parents, qui ne s'aimaient plus, qui ne s'entendaient plus, et c'était les mots, la violence des mots tous les soirs, la bagarre, etc. et tout, et c'était pour moi, enfant, quelque chose d'absolument insupportable quand j'entendais la mobilette de mon père qui rentrait des chantiers, il était chef cantonnier, quand il rentrait le soir, et je savais que ça allait reprendre les mêmes trucs, les mêmes bagarres, etc. et tout, et pour moi, c'était l'enfer, quoi, vraiment. Et donc, c'était le paradis terrestre, mais pas que ça. Et on va parler de la relation avec votre père et de ce que peut l'écriture quand on grandit et quand on se rappelle de ses parents. Nicole, Dominique, vous aussi, c'est une histoire d'amour, ce livre. Vous nous racontez toutes ces histoires, tous ces moments qui ont fait l'Amérique, 23 événements avec beaucoup d'appétit. Ce n'est pas votre premier ouvrage en commun sur les États-Unis. Deux fous d'Amérique, disait encore récemment de vous dans un article Le Monde. Vous êtes deux fous d'Amérique. Bonsoir, merci de nous accueillir. Voilà, on est ravis d'être avec vous. Bonsoir à tous et merci d'être là. Mais c'est vrai qu'on est deux fous d'Amérique et parfois très déçus par l'Amérique et parfois très heureux de ce qui peut s'y passer. Alors c'est une histoire familiale aussi. On plonge toujours dans la famille à un moment ou à un autre. C'est vrai que moi j'ai grandi dans un milieu franco-américain. J'ai vécu plus de la moitié de ma vie, j'y ai élevé mes enfants. Donc pour moi c'est la famille, l'Amérique. Et quand la famille va mal ou quand elle nous fait de la peine, on le ressent très, très vivement. Pardon. Mais c'est vrai qu'avec Dominique, il y a un autre parcours de journaliste, d'éditeur, de romancier. On a cette chance de pouvoir travailler ensemble, d'aimer travailler ensemble. Et on est parti à travers plusieurs livres dans une exploration de l'Amérique, l'exploration de l'histoire, l'exploration de certaines personnalités, de certains secrets politiques. Et ce nouveau livre, c'est une forme d'histoire des États-Unis. On commence au début, avec Thanksgiving. Voilà, avec l'arrivée des Puritains. Alors le dernier chapitre traite de l'assaut du Capitole. Je suis sûre que vous n'avez pas oublié. Et on a choisi 23 grandes dates qui ont changé le destin de ce pays, souvent le destin du monde, et qui sont reliées les unes aux autres pour essayer de construire une histoire de l'Amérique. Moi qui parle, là. Oui, bonsoir à tous. Et c'est vrai que on se rend compte que l'histoire n'est pas quelque chose de continu, c'est pas comme un fleuve comme ça qui coulerait et sur lequel on n'aurait aucune prise. On s'est rendu compte, mais c'est valable pour toutes les histoires, qu'il y a des moments de rupture. Et ces moments de rupture, c'est très intéressant d'essayer de les analyser. Très souvent, ça se passe en une journée aussi. Et qui infléchissent de manière durable le cours des événements et le sort d'une population et d'une nation. Et là, on s'est rendu compte même qu'il suffit d'un mot pour les évoquer. Si je vous dis Alamo, de Gettysburg, Pearl Harbor, Hiroshima, Watergate, Columbine, Mayflower, aussitôt on se rend compte que ce sont des événements marquants. Et on a aussi compris que d'une certaine manière, ce sont des moments où la grande histoire rejoint aussi les histoires intimes. Et tout le monde est concerné. Évidemment, on parle du 11 septembre. Et aujourd'hui, chacun se dit, mais où étais-tu quand tu as appris ce qui s'est passé le 11 septembre ? Dans les générations précédentes, ou même peut-être pour certains d'entre nous,
c'était « Où étais-tu quand on a marché sur la Lune ?» Donc, ce sont ces moments-là qui ont à la fois cette qualité, ce critère de pouvoir changer effectivement le cours d'une nation, mais aussi de rencontrer chaque histoire personnelle. Et on a essayé de les raconter, de ces journées, de la manière la plus sérieuse, comme on fait d'habitude, avec des enquêtes, en allant chercher les documents dans les bibliothèques présidentielles, même certains documents déclassifiés pour la période la plus récente, et de raconter ça de l'intérieur, un peu comme si on les vivait, quelquefois en les vivant de l'intérieur même de la Maison-Blanche, pour en faire un peu des nouvelles historiques, des nouvelles romanesques, mais totalement véridiques. C'est ça, c'est-à-dire que ce sont des nouvelles qui sont absolument passionnantes à lire, c'est très bien écrit, vous vouliez vraiment que ce soit immersif. Souvent, les tout débuts de ces nouvelles sont extrêmement immersifs dès le début. On est tout de suite avec les personnages qui deviennent effectivement des personnages, et puis on lit la nouvelle, et puis on découvre effectivement une somme extrêmement importante d'informations, et donc c'est de réussir, vous réussissez parfaitement à être toujours sur ce fil, c'est-à-dire d'être à la fois extrêmement dense avec beaucoup d'informations, mais en même temps jamais barbant, toujours passionnant, comme si c'était vraiment de la fiction. Comment est-ce que vous avez finalement appréhendé ce travail d'écriture ? Déjà, ça me fait très plaisir ce que vous dites, parce que c'est exactement ce qu'on a tenté de faire. Donc si en lisant, c'est ce que vous avez ressenti, voilà, on se dit qu'on a à peu près rempli la mission qu'on s'était fixée. Et c'est vrai que c'est peut-être vrai de l'histoire de tous les pays, mais l'histoire américaine, elle comporte quand même des personnages qu'on a l'impression de tous connaître. Je ne sais pas moi, Abraham Lincoln, John Kennedy et bien d'autres. Ils font partie des films, ils font partie des livres. Sitting Bull. Voilà, absolument. Ils font partie de notre imaginaire, les Indiens, les cow-boys, avec toutes les tragédies que ça pouvait représenter. Mais d'une certaine manière, une fois qu'on avait rassemblé notre documentation sur un événement, sur une période, j'ai trouvé que c'était pas difficile d'apprendre les choses en se mettant dans la tête de ces gens qu'on a l'impression de connaître, qui font partie de nous et sur lesquels on a quand même beaucoup d'éléments. Alors selon les époques, des lettres, des journaux intimes, des déclarations publiques. Et on a vraiment essayé de se mettre dans leur tête. Qu'est-ce qu'ils pouvaient ressentir ? Qu'est-ce qu'ils avaient vécu ? Qu'est-ce qu'ils voulaient atteindre ? Par exemple, quand on raconte l'histoire de Lincoln à Gettysburg, donc c'est en pleine guerre de sécession, il va inaugurer un cimetière militaire où en 3 jours, 50 000 jeunes Américains sont tombés, nordistes et sudistes. En fait, c'est des chiffres absolument inimaginables. Et en parcourant la vie de Lincoln, on se rend compte que peu de temps avant, il avait perdu un fils, un jeune garçon qui est mort de la typhoïde à la Maison-Blanche, que c'était quasiment la première fois qu'il quittait Washington depuis ce drame, et qu'en même temps, il y avait une respiration pour lui, parce qu'il sortait justement des murs de la Maison-Blanche, de la dépression très profonde de sa femme, que l'on peut évidemment parfaitement comprendre, mais qui était quand même extrêmement difficile à vivre au jour le jour, qu'il avait aussi le sentiment de sa responsabilité vis-à-vis de tous les jeunes soldats, vis-à-vis de l'avenir du pays. Et il y a des photos de cette époque-là, y compris des photos, c'est les premières. La guerre de sécession, c'est vraiment la période 1861-1865, les premières photos daguerréotypes, je crois que l'on disait, des champs de bataille. Et on a essayé vraiment de rentrer dans l'état d'esprit de Lincoln, avec sa famille, son histoire, ses chagrins personnels et ses immenses responsabilités. Et c'est vrai que c'est important d'avoir toujours de se souvenir qu'il y a des femmes et des hommes en fait derrière ces événements. Vous avez cité quelques mots qui tout de suite nous évoquent des choses, ça nous évoque l'événement historique, j'ai envie de dire, mais c'est toujours important de se rappeler que derrière ces événements historiques, effectivement, il y a des femmes et il y a des hommes. Oui, et c'est ce qui est intéressant, justement. En tout cas, c'est ce qui nous intéresse, nous, c'est d'essayer d'aller creuser derrière l'événement. Un événement historique, c'est pas quelque chose qui nous tombe dessus comme ça. C'est pas une catastrophe ou un événement heureux.
aussi l'œuvre de personnes, comme le disait Nicole, qui ont des états d'âme, qui ont peut-être des drames personnels et qui agissent en fonction de cela. Abraham Lincoln, dans un livre précédent, on avait expliqué toute sa réflexion qui était complexe au sujet de l'abolition de l'esclavage. Et dans ses écrits qu'on a pu retrouver, il n'est pas favorable à l'abolition de l'esclavage à l'époque. C'est simplement par la contrainte des événements, par le fait que les Noirs qui sont au sud partent vers le nord pour essayer de rencontrer les armées du nord et offrent leurs services, ils se libèrent d'eux-mêmes d'une certaine manière. Et il y a une pression qui fait que Abraham Lincoln a cette intelligence de dire il faut passer à l'abolition. Donc c'était pas pour des raisons morales, il y avait aussi d'autres impératifs, et on se rend compte que dans beaucoup d'événements cela joue. On parle notamment aussi de Kennedy, la décision qu'il a prise de réaliser le programme lunaire. Programme lunaire qui s'est quand même construit sur les ruines de l'Allemagne nazie, parce que la science spatiale à cette époque-là s'est construite avec Werner von Braun, qui avait servi le régime nazi, avec des morceaux de V2 qui avaient été fabriqués par des déportés qui pour la plupart ont été tués à la tâche dans des camps de concentration de Dora, et avec des scientifiques qui ont été exfiltrés à toute allure à la fin de la guerre, et même avant la fin de la guerre, à la fois par les Américains, par les Russes, par les Soviétiques, et un peu par les Français. Et cette réalité-là, elle joue aussi beaucoup. Et on se rend compte que Kennedy, d'ailleurs, on a retrouvé, parce qu'actuellement, il y a pas mal d'archives de Kennedy qui sont déclassifiées. Donc on découvre, c'est formidable aux États-Unis, hein, on peut avoir les petits post-it de réunion que passe Bob Kennedy à son frère pendant une réunion secrète de la crise des missiles. Tout ça est archivé. Le moindre brouillon est archivé, et il est déclassifié au bout d'un certain nombre d'années, de 50, 100, 60 ans, 60 ans, ça dépend. Et là, on a retrouvé, par exemple, un certain nombre d'écrits de John Kennedy et de comptes rendus des réunions où il voulait faire le programme lunaire avec les Soviétiques. En fait, on ne le sait pas, mais il voulait que ce soit une collaboration américano-soviétique. Il y avait une petite idée derrière, c'est que ça permettait de détourner les Soviétiques de leur course aux armements et de leur faire dévier tous les crédits vers quelque chose de plus pacifique. Et en même temps de ruiner un petit peu l'économie du pays. Et jusqu'au bout, Kennedy a essayé de le faire. Il y a tout un jeu avec les Soviétiques. Et donc voilà, on découvre des choses extraordinaires, et quand on essaye de se mettre dans la peau de Kennedy, quand on voit tous les réunions, leurs réflexions, leurs discussions, on a une vision un peu plus humaine et un peu différente du simple récit des faits. Alain, dans votre livre, vous racontez la douleur de la perte, mais depuis tout à l'heure, on parle de souvenirs, de mémoire, de se rappeler des femmes et des hommes. Ce qui est très fort, je trouve, c'est qu'à la fois, ça parle évidemment de cette souffrance qui est celle d'avoir perdu ses parents, et notamment sa mère, mais ça dit aussi la force des mots pour s'en souvenir, et même pour celles et ceux qui n'auraient pas les mots pour raconter leur famille, ça dit aussi la puissance du souvenir, et comment est-ce que quand on convoque les souvenirs, eh bien ces personnes sont encore là. Votre livre, vous le disiez, bien sûr, il y a des passages plus durs, mais il est extrêmement lumineux. Merci de le dire, parce que c'est vrai que les livres que j'écris depuis une vingtaine d'années maintenant sont beaucoup un travail de mémoire et de recréation du passé, non pas par nostalgie ou mélancolie, mais parce que je trouve que ça me construit. C'est quelque chose qui m'a tellement fait toute cette vie dans cette famille. Et avec le temps, j'ai l'impression de comprendre beaucoup mieux, et grâce au travail des mots dont vous parliez, et ce travail des mots et sur moi-même et sur la mémoire, j'ai l'impression de comprendre beaucoup mieux ce qu'a été ma vie avec mes parents, avec mes frères et sœurs, et dans ce petit village de Trans.
Et je peux écrire aujourd'hui, par ce livre, ce que je n'aurais certainement pas pu écrire il y a 20 ans. Je pense que je connais mieux ma mère, je connais beaucoup mieux mon père. Vous avez retrouvé des post-it? Je leur rends justice, voilà, y compris à mon père. On s'est complètement manqué avec mon père. Je ne l'ai pas aimé, j'ai toujours cru qu'il ne m'aimait pas et on ne s'est jamais parlé, on n'a jamais eu de dialogue, de discussion. Mais il est question de s'aimer à travers la littérature. Voilà. Vous racontez que vous êtes un petit peu comme Ulysse qui montre à son père ses cicatrices, que vous aimeriez être Ulysse. Exactement, oui, oui. J'ai lu un livre formidable d'un écrivain américain que je vous engage à lire, de Daniel Mendelssohn, sur l'Odyssée, justement. Là. Non, pas les... Il a écrit Les Disparus, mais je parle de son livre suivant, sur l'Odyssée, justement. Et il explique que ce n'est pas juste l'histoire d'une femme qui attend son mari, Ulysse, qui est parti 20 ans comme ça. C'est aussi l'histoire d'Ulysse comme avec son propre père. Il ne sait pas s'il sera vivant quand il reviendra, et avec son propre fils qu'il ne connaît pas. Et donc, quand il revient, effectivement, il voit son père, tout perclus dans le jardin, etc. Et tout. Et il se demande si son père va le reconnaître. Et son père dit, si tu es vraiment mon fils, montre-moi une vieille cicatrice. Voilà. Et j'ai pensé à ça parce que voilà, j'aurais envie aussi de montrer à mon père mes vieilles cicatrices. En particulier, ce que je raconte, la cicatrice d'un chien qui était le chien du boucher à côté de chez moi à Trembles. Voilà, et j'avais marché sur son pied et ce chien m'avait mordu. J'ai toujours cette cicatrice. Et voilà, je me dis, il faudrait que je la montre à mon père, cette cicatrice. Et je crois que ma recherche, mon travail d'écriture, c'est ça. Retrouver mon père, lui parler, lui dire tout ce que je n'ai pas pu lui dire. Et bien entendu, retrouver le sourire de ma mère et surtout l'incroyable confiance qu'elle avait en moi. Quand elle est morte, je n'avais pas de métier. Voilà, je commençais vaguement à écrire dans des revues de cinéma, mais vraiment comme ça. Et elle m'a toujours fait confiance. Elle savait, j'étais à Paris pour toute ma famille. Paris, c'est je ne sais pas où. Et eux, ils sont tous restés en Bretagne ou à côté. Et elle m'a toujours cru que je m'en sortirais, et cette confiance-là, je l'ai toujours aujourd'hui. J'ai toujours porté par ce regard qu'elle avait sur moi et son sourire. Votre mère qui aurait rêvé d'avoir une épicerie, mais c'est pas évident quand on a 10 enfants et en même temps vous le racontez, jamais il n'a été question de vous faire peser dessus le poids des regrets, ça ne s'était pas fait et c'est tout, c'était comme ça. Voilà, c'est ce qu'elle m'a dit un jour, qu'elle aurait adoré être épicière parce qu'elle était très sociable et tout le monde dans le bourg à Trembles l'aimait beaucoup parce qu'elle parlait avec tout le monde, elle aimait beaucoup discuter. Et j'ai ce souvenir en particulier que je raconte, mais on sortait les chaises sur le trottoir devant chez nous et on lisait tous, les uns à côté des autres. Ma mère lisait beaucoup et je crois que je lui dois mon goût de la lecture. Et on était tous là assis à lire. Et les gens passaient et s'arrêtaient et engageaient la conversation avec ma mère. Et voilà, je l'écoutais, qui parlait, etc. Et tous les gens s'arrêtaient, parlaient avec elle. Et pendant ce temps-là, je continuais à lire et tout ça se mélangeait. Ce que je disais et ce que ma mère disait aux voisins. Et, comme ça. Et elle aurait adoré tenir une épicerie pour parler avec les gens, en fait. Voilà. Parce que quand on vient acheter quelque chose, tout ça, on discute, on demande des nouvelles des enfants, tout ça. Bon. Mais c'était impossible, bien entendu. Mais elle ne nous a jamais fait peser. Et c'était quelqu'un qui aimait beaucoup son jardin, ses fleurs. Mais c'était une vie très dure aussi. Elle partait au lavoir municipal avec la brouette, porter tout notre linge. Et voilà, c'était pas la vie à la campagne, c'est pas non plus. Aujourd'hui, c'est très à la mode le retour à la campagne, mais pour elle, c'était pas une partie de plaisir forcément non plus. Hein, mais elle avait un courage incroyable. Vous le disiez, ça fait des années que vous écrivez sur votre famille. D'ailleurs, vous le racontez dans ce livre. Une lectrice vous a fait un jour la réflexion. Elle vous a dit, je vous cite, je la cite, donc finalement, dans vos livres, vous racontez toujours la même chose. Et un petit peu plus tard, suite à cette réflexion, vous écrivez à chaque livre, et c'est ce que vous disiez il y a quelques instants, je comprends un peu mieux, j'avance, je sors du labyrinthe. C'est vraiment cette impression ? C'est l'impression que j'ai toujours, moi. Voilà. Parce qu'écrire sur son enfance, sur soi-même, mais sur son enfance, ça a l'air simple comme ça, mais c'est très compliqué parce qu'on rencontre des fantômes, des spectres, plein de choses dures. Et tout d'un coup, on est dans une cathédrale de lumière,
on sent des choses, on entend des rumeurs, des bruits de l'enfance et tout. Et c'est un travail de spéléologue, enfin, c'est sur soi-même. Et j'ai l'impression d'avancer et de comprendre de mieux en mieux, effectivement, d'où je viens. Et c'est pas, encore une fois, c'est pas juste pour le plaisir de me retourner sur mon passé. Ça me fait avancer. Ça m'aide à continuer à vivre. Et je suis porté par toute cette histoire. Voilà. Et votre livre donne très envie, en tant que lectrice, en tant que lecteur, de prêter attention à toutes ces choses-là. C'est-à-dire qu'on pourrait croire, en écoutant comme ça, que c'est quelque chose qui ne peut pas concerner tout le monde, mais en fait, si. C'est-à-dire que votre livre est totalement universel, parce que, bien sûr, ma mère ne faisait pas ce geste-là, je ne viens pas du tout du même milieu ou de la même famille, et pourtant, je trouve que ça éveille cette curiosité à l'endroit de ses proches, et ça donne vraiment envie d'aller à leur rencontre, de les rencontrer différemment, peut-être par l'écriture, peut-être pas d'une autre façon, mais en tout cas, c'est en ça, je trouve que votre livre est vraiment très précieux. Vous parliez de l'enfance, vous écrivez à un moment dans votre livre, c'est incrusté dans ma peau, cette enfance. Je vais tenter une transition tirée par les cheveux, mais vous allez voir. Dominique, Nicole, il y a cette idée, cette conviction aux États-Unis qu'on peut toujours tout recommencer. Quelque part, Alain disait, on est toujours lié finalement à l'enfant qu'on était. Les États-Unis, c'est ce côté, on peut tout réussir et on peut être qui on veut. C'est quelque chose de très fort et qui ressort des histoires que vous nous racontez. Merci. Je ferai un tout petit détour par le parcours d'Alain Raymond. Je ne sais pas si vous le ressentez aussi comme ça, mais je trouve qu'il y a quelque chose humainement de très bouleversant, de très enrichissant, quand le temps passe et qu'à un moment, on réalise qu'on est plus âgé que ses parents. Quand on est petit, les parents, c'est des adultes tout puissants. Et à un moment, on se dit, mais ils avaient 25 ans, ils avaient 30 ans, et qu'est-ce qu'ils étaient jeunes. Et je trouve qu'on acquiert une forme de compréhension et d'indulgence aussi pour ce qu'on leur a peut-être reproché, parce qu'on ne se rendrait juste pas compte qu'ils étaient très jeunes et qu'ils faisaient ce qu'ils pouvaient dans la plupart du temps. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est le pays de l'homme nouveau. Alors l'homme nouveau, c'est souvent une fiction, hein, mais c'est quand même un élément d'énergie et de dynamisme dans ce pays qui est incroyable. Disons, l'impulsion, c'est que devenir un Américain, ça veut dire quitter son pays d'origine, souvent changer de nom, et se réinventer et recommencer à zéro. Et c'est présent individuellement et c'est présent historiquement. Et au moment de la Révolution américaine, de l'indépendance, Thomas Paine, qui a été un essayiste qui a vraiment beaucoup influencé cette période de l'indépendance, en fait, c'était un Anglais qui est arrivé dans les colonies américaines, ce n'était pas les États-Unis, 2 ans avant l'indépendance, et qui a capté le spirit, le sens de ce pays. Et il a écrit un essai, Common Sense, donc le sens commun, qui était pour dire il faut qu'on se sépare de la Grande-Bretagne, ça tombe sous le sens. Mais la phrase la plus célèbre, c'est certainement « Nous avons le pouvoir de recommencer le monde ». Et ça, c'est vraiment à la fois totalement illusoire, mais ça donne un élan absolument incroyable à ce pays. Et même pour les gens qui vivent aux États-Unis, même encore aujourd'hui, évidemment, ça ne peut pas s'appliquer à tout le monde, mais l'idée que, bon, les choses vont mal, eh bien, on va apprendre un autre métier, et puis on va prendre la voiture, et puis on va aller plus loin, et on va réinventer autre chose. C'est une des sources, en tout cas, du dynamisme américain. Oui, Alain ? Est-ce que je peux ajouter quelque chose dans le sens de ce que vous venez de dire à propos de quelqu'un qui a changé de nom, un Américain, qui s'est constamment réinventé? Et c'est une date que vous auriez pu mettre dans votre livre. C'est le jour où Bob Dylan a eu le prix Nobel de littérature. Ah. Oui. Alors, moi aussi, je suis complètement fan. J'ai écrit 2 livres sur Bob Dylan. J'ai écrit le premier livre sur lui dans le monde, en 72. Je l'ai rencontré. Je ne crois pas mentir en disant que je suis le seul ici à l'avoir rencontré. J'ai passé une soirée avec lui. Et voilà, pour moi, c'est exactement ça. Quelqu'un qui n'a cessé de se réinventer, qui parle de Tom Paine avec la phrase que vous dites dans une de ses chansons, que j'adore.
Et voilà, pour moi, c'est aussi les États-Unis et toutes les dates que vous racontez. J'aurais mis cette date-là parce que je sais. Il y aura un Voilà. deuxième tome, ne vous inquiétez pas. Vous pourrez l'ajouter parce que quand même, le prix Nobel de littérature pour un, voilà, pour un chanteur, un poète, un créateur tel que Bob Dylan, pour moi, c'est majeur. Pas seulement pour les États-Unis, pour. Oui. C'était d'une audace folle de donner le prix Nobel à comment dire, un chanteur, oui, un saltimbanque d'une certaine manière. Saltimbanque, ça a d'ailleurs été pris comme ça par certains. Mais bien sûr, et c'est toujours décrié. Il y a encore des gens qui disent mais comment on a donné. Voilà. Mais c'est intéressant ce que vous disiez tous les deux sur cette volonté d'aller toujours de l'avant. Et en même temps, il y a. C'est tout ce qui est difficile à saisir dans l'Amérique et je dirais presque aussi dans les démocraties, c'est ce paradoxe entre une quête permanente de la liberté. Parce que Nicole le disait, l'Amérique, elle s'est fondée avec quelques colons qui sont arrivés avec l'idée de faire un monde nouveau. La vie, la liberté, la recherche du bonheur. La vie, la liberté, la recherche du bonheur, les premiers mots écrits par Thomas Jefferson pour la déclaration d'indépendance en 1776. Donc ça donne tout, ça donne absolument ça. Mais malgré tout, c'est construit sur un déni, sur la réalité que les terres étaient déjà occupées par des tribus indiennes. Et puis, ça s'est aussi crispé sur cette volonté de faire un monde meilleur et donc un monde avec une certaine pureté. C'est pas un hasard d'ailleurs si parmi les premiers colons, il y avait les puritains qui avaient aussi une exigence morale extrêmement forte et qu'on dirait aujourd'hui un peu fondamentaliste. Et cette obsession de la liberté qui va jusqu'à une radicalisation d'une certaine manière de la pureté, on la voit tout au long de l'histoire. Tout au long de l'histoire, on peut parler des sorcières de Salem, mais du macartisme, de plein de choses, même aujourd'hui. Et ça se traduit aussi par une certaine violence. Et c'est vrai que je ne sais pas si on peut parler d'hérédité culturelle des peuples et des nations, mais incrusté aussi dans ce rêve américain, il y a la violence. Il y a incontestablement la violence qui s'exerce toujours aujourd'hui. On a fait un chapitre sur Columbine où on voit deux mômes, ils ont quoi ? Ils ont 15-16 ans, c'est ça ? 17 ans, préparés froidement, mais alors totalement froidement, des mômes qui étudient dans un lycée, froidement, un assassinat de leurs camarades. Et le matin, ils font une petite vidéo dont on a retrouvé, on l'a pas vu vraiment parce que le FBI refuse que la vidéo soit montrée. Mais on a le transcript de cette vidéo. Et ils disent, papa, maman, je sais que vous n'avez pas aimé ce qu'on va faire. Vous n'allez pas être très content, mais on doit le faire. C'est d'une froideur, c'est absolument glacial. Et ils prennent leur fusil d'assaut, leurs petites bombes, et ils vont aller assassiner, en rigolant d'ailleurs, leurs camarades de classe dans le lycée. Donc ça, je ne sais pas si ça fait partie de l'Amérique, mais bon, ça fait partie de l'Amérique parce qu'il y a un accès beaucoup plus facile que chez nous, par exemple, aux armes à feu. Donc ça fait partie de l'Amérique. Mais il y a aussi à la fois ce rêve, cette aspiration à la liberté et ça. Et c'est toujours présent. Et cette double identité, elle est présente effectivement tout au long de votre livre. Oui, c'est une constante du livre. On voit vraiment ça avec... ça, et puis aussi un autre aspect, mais il serait trop long d'en parler aujourd'hui, c'est cette question toujours, c'est qu'est-ce qu'on fait ? On a construit maintenant une nation-continent. D'abord, on est parti de l'Atlantique. Quand je dis on, sont les Américains. On est parti de l'Atlantique, il y avait quelques colonies, et puis on a étendu ça. On est arrivé au Pacifique. On a fait une nation qui, géographiquement, est homogène, avec quand même des États différents et avec un jeu entre le fédéral et les États. Et l'idéal, c'était on ne s'occupe plus du monde. On est entre nos deux océans. Et toute la problématique, depuis le départ aussi, mais vraiment depuis le départ, sans parler des guerres mondiales, ça a été, est-ce qu'on va se mêler des affaires du monde ? Et on a encore cette question aujourd'hui. On regarde avec le retrait de l'Afghanistan, avec la question de la Chine, du Pacifique. Les États-Unis sont toujours en train d'osciller entre restons chez nous, entre nos deux océans, et l'idée de dire, mais on défend nos intérêts, mais pour défendre nos intérêts, il faut quand même aussi se mêler du monde. On est sur une planète mondialisée, et voilà. Et donc cette question-là, elle court tout au long de l'histoire. Tu veux rajouter ? En un mot, oui, Nicole, s'il vous je plaît. rajouterais juste un tout petit mot.
pour souligner cette espèce de dilemme américain fondamental. C'est vrai que Dominique cite cette l'attitude à l'égard du reste du monde. On s'éloigne du reste du monde, on s'en mêle parce que c'est dans nos intérêts ou dans nos valeurs. Mais le pays a été fondé vraiment sur un dilemme qui n'est toujours pas résolu aujourd'hui. La passion de la liberté et l'esclavage en même temps. Et c'est une espèce de nœud tragique qui, même encore aujourd'hui, n'est pas complètement défait. Merci beaucoup, Nicole Bacharan, Dominique Simonet, Alain Raymond. Merci infiniment. On aurait pu en parler des heures. Merci à vous. Les jours qui ont changé l'Amérique. Ma mère avait ce geste. Vous aurez compris que je vous recommande très chaleureusement ces 2 ouvrages qui sont passionnants. Merci beaucoup. Et la rencontre est à retrouver comme les autres rencontres sur corrèze.tv. Merci à toutes et tous.